Eh bien le bonjour à tous, c'est excellent réveil, bienvenue en ce dimanche matin, dernier jour de cette escapade du week-end, vendredi, samedi et dimanche. On vous embrasse où que vous soyez, bon début de semaine pour ceux qui sont ici, bon week-end pour ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté des frontières. Et ce matin, dans la matinale, nos invités, d'abord l'info avec Nejma Harish, l'actualité de ce dimanche 10 février, avec elle un résumé de l'actu nationale, essentiellement international également. Et puis l'invité de Nejma ce matin, dans la matinale et dans le Bonjour d'Algérie, il s'agit de Mourad Hanifi, directeur général des mines au ministère de l'Industrie et des Mines. Ce sera l'occasion de débattre des questions liées au secteur. Aussi, à suivre, Khaled Lourari. Il est ingénieur, chef de service en environnement, la réhabilitation des immeubles d'Alger, on en parle. Le lancement du numéro vert Allo Belediati, ça vous dit quelque chose ou pas? Eh ben, il va être lancé 06 60 56 60 54. Alors imagine, c'est le numéro du gars et c'est pas le numéro vert. Ah bah tu changeras de numéro, hein. Ça coûte plus rien maintenant. Mais en tout cas, en attendant, c'est effectivement ce numéro, le 06 60 56 60 54. C'est un super numéro. En quoi consiste-t-il? Qui vous répondra au téléphone? Quels sont les services proposés? Ce sera avec lui qu'on en parlera. La réhabilitation des vieux immeubles d'Alger aussi, on en parle avec Khaled Lourari ce matin sur le plateau. Aussi, un autre événement sociétal pour les étudiants principalement. Il s'agit de Zaki Soufi qui nous en parlera. Il est organisateur du salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives qui s'appelle Khotoa dans sa nouvelle édition. Ça se passe à Constantine le 19 février prochain, puis à Alger le 23 et le 24, les 23 et 24 février. Et on enchaînera sur Oran les 26 et 27 février. Est, centre et ouest du pays. Et on vous demande d'augmenter le son du côté de Nejma. Et Nabil Roulem, lui, il est organisateur de Dahka Comedy Club au Théâtre National, ou plutôt à l'ex-casino. C'est le théâtre d'Alger, le théâtre d'Alger Centre. L'ex-casino qui verra sur ses planches ce jeudi 14 février, vendredi 15 février prochain. Donc plusieurs artistes que vous allez découvrir, sur lesquels nous reviendrons, et on en parlera d'ailleurs avec Nabil Roulam ce matin sur le plateau. Et on finit tout à l'heure avec l'équipe du dimanche, Myriam Moussaïd. Elle va parler de la production des oranges. Nous recevrons avec elle. D'ailleurs, il n'y a pas de réelle corrélation, mais Omar Fatmouche. Alors lui, c'est un homme de théâtre, c'est un grand homme de théâtre. Il a été directeur du théâtre régional de Béjaïa. Il est de retour en tant que cinéaste et il va nous parler d'une pièce de théâtre. Il va nous parler, cinéaste metteur en scène, bien sûr, ou plutôt plus metteur en scène. Il va nous parler de sa dernière pièce de théâtre. Et on commence, si vous le permettez, avec des condoléances. Nous venons de perdre une consoeur qui n'était pas à la télévision nationale, mais qui était journaliste passionné, très engagé pour les questions de la femme, très engagé pour les questions de la société. Il s'agit de Iman Shiban, qui est décédé suite à un accident de monoxyde de carbone avec son conjoint Fahim Khalel. Aussi, toutes nos condoléances à sa famille et à l'ensemble des personnes qui l'ont connu et qui ont partagé un bout de son parcours. Aussi, un autre hommage ce matin à Abdelkader Tadjer, un grand comédien de théâtre lui aussi, qui nous a quittés hier à plus de 80 ans. Excellente matinée à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo. L'air du vent avec 10. Et je vous l'ai dit, hein, j'ai donné le numéro personnel du représentant de... ouais. Alors, mesdames, messieurs, pour enfoncer le clou, le 06 60 56 60 54 n'est pas le numéro. D'accord. N'est pas le numéro. La dernière fois que j'avais donné un numéro de téléphone en direct, c'était celui de Mehdi Edes, mais au moins c'était Mehdi Edes, quoi. Alors, du coup, bon. S'excuse. Au revoir. Tu es là, tu sors. Bon. Je viens d'être contacté par le ministre de l'Intérieur. Non, alors. Bon, vous l'oublierez vite ce numéro, on enlèvera ça pour la rediffusion. Puis voilà. Bon, ne me donnez jamais votre numéro, s'il vous plaît, Madame Amel Laribi. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Parce que... Oh, ça ne risque pas, non? Voilà, je sais pas. Monsieur, je suis... Oh mon Dieu. Désolé. Je suis désolé auprès de son épouse aussi. Parce qu'en plus, il est beau gosse. Il va recevoir des appels. Parce qu'il est beau gosse en plus, ce qui va arriver.
Bon, bah la météo en attendant. Espérons que vous allez oublier ça dans quelques instants. Météo du jour avec vous, Eman Laribi. Alors, bonjour à tous. C'est un temps printanier avec des températures assez douces. Pour aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé d'ouest en est, avec toutefois de la brume, mais locale en début de matinée, dans les vallées de l'ouest, le centre et l'est, avec toutefois risque de formation de gelée en matinée sur les hauts plateaux du nord. Mais le ciel restera bien ensoleillé tout au long de la journée, avec toutefois le ciel qui se voilera progressivement, mais en fin d'après-midi, sur l'ouest et le centre, et en fin de soirée sur les régions de l'est, la moitié sud, excepté quelques voiles sur la wilaya de Tindouf et tout au long des régions, des frontières algéro-maliennes. Le temps restera plutôt bien ensoleillé sur la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, le Égard et le Tassib. Les températures, quant à elles, plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 16 degrés du côté de Batna, 18 Sétif, Djelfa, Tizi Ouzou, également Tlemcen, 20 degrés à Alger, 19 à Annaba, 21 à Oran, 22 vers Mascara, également Biskra, Bécha, 23 Gardaya, 25 degrés à Tindouf, à Drar Salah, et enfin le maximum toujours à Borj Beji Mokhtar et Ingazem avec 27 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel se montrera plutôt maussade, gris du côté avec de la pluie à Dublin, Londres, Paris, Bordeaux, également Copenhague, Berlin et Berne. Le ciel restera peu nuageux par contre à Varsovie, Budapest, Bucarest, bien ensoleillé à Athènes. Le mercure affichera 5 degrés à Copenhague, 8 à Londres, également Dublin, 12 à Paris, 2 degrés à Berne, 9 à Budapest, 8 à Bucarest, 15 degrés à Rome, 14 à Madrid, 15 à Athènes et enfin 17 degrés le maximum à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Voilà, je vous fais le jingle. Je veux me rattraper aujourd'hui. La météo a été présentée par Mobilis. C'est la totale aujourd'hui. Ah, parce que je suis libre de tout engagement, c'est pour ça que je peux me permettre. Ah, d'accord. Bon, merci. Bah, Rendez-vous à midi. Inch'Allah. Sinon, vous, si vous voulez appeler Amel Laribi, c'est 0660. Et je l'ai fait toute, moi, ça y est, c'est bon. Alors, du coup, excellente matinée à vous tous. Elle est en forme ce matin et elle reçoit un invité, Morad Hanifi, directeur général des Mines. Il est DG des Mines auprès du ministère de l'Industrie et des Mines. Mais avant, on entame l'actu avec elle. Il s'agit de Najma Harish. Najma, bonjour, c'est à vous. Bonjour Mahrez, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui à Addis Abeba, ouverture des travaux du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec la participation de plusieurs dirigeants africains dont le Premier ministre Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a appelé hier les assemblées locales élus à prendre en charge les préoccupations des résidents des nouvelles cités en optant pour la décentralisation de proximité au niveau des annexes d'APC situées dans ces cités. Bedoui a procédé hier à l'inauguration de plusieurs projets dans les communes de Bourj el-Kifan, El-Marsa, Bourj el-Bahri et Hrawa. Il a également inauguré et inspecté d'autres structures dans la commune de Ain Taya. D'autres activités ministérielles prévues aujourd'hui. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf est prévu au forum du quotidien El-Moujahid. La ministre de la Solidarité, Rania Idalia, doit présider les travaux d'une rencontre nationale des cellules de proximité et de solidarité sous le thème « Programme de développement social de nouvelles perspectives pour les associations en charge des personnes handicapées ». Donc ça se passera à l'école supérieure de sécurité sociale à Benaknoun. À Saïda, deuxième journée de visite de travail du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il procédera à l'inauguration et la pose de la première pierre de nombreux projets. Il présidera également une cérémonie à l'honneur de sportifs de la Wilaya qui se sont illustrés dans les compétitions
nationale et internationale. À l'APN, aujourd'hui est prévue une séance débat en plénière du projet de loi relatif aux activités vétérinaires suivi de la réponse du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, M. Bouazgui. Ouverture est prévue du deuxième salon de l'électricité et des énergies renouvelables organisé du 10 au 13 février au Pays maritime à Alger. Et l'Agence nationale des déchets, en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas, organise une rencontre sur la gestion des déchets organiques avec la présentation de l'expérience hollandaise dans le domaine. Donc ça se passe au musée La Mama à Alger. Alger Centre. À Boumerdès, c'est prévu une assemblée générale des agriculteurs en présence du secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens. À Oran, une rencontre est prévue sur la promotion du produit national organisée par l'Association nationale des commerçants algériens de la Wilaya. Voilà le principal de l'actualité nationale. L'invité de la matinale, comme le disait Mahrez tout à l'heure, reçoit aujourd'hui M. Mourad Hanifi, directeur général des mines au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines. Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Donc, on rappelle qu'avant l'indépendance, l'Algérie était un producteur important de minerais, notamment de fer, dans le monde entier, jusqu'à contribuer à la prospérité des industries de transformation de certains pays européens comme la France, l'Allemagne et les pays, la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le secteur représente moins de 1% du PIB. Peut-on savoir les raisons de cette régression, M. Hanafi? Effectivement, donc, du point de vue historique, l'activité minière en Algérie est très ancienne. Donc, pour résumer, il y a deux périodes. Donc, avant l'indépendance, l'Algérie, l'activité minière était orientée principalement pour la production de fer, de plomb et de zinc. Entre les deux guerres mondiales, l'Algérie était pourvoyeuse donc, de minerais de fer pour la production de plusieurs pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. D'ailleurs, à cet effet, on dit que la construction du monument historique français, la Tour Eiffel, a été fabriquée à base de nos minerais, des gisements de Miliana, c'est vrai? C'est vrai. Donc, Miliana, il y avait beaucoup d'autres petits gisements et mines donc, qui étaient exploités pour justement approvisionner toute l'industrie, notamment en Europe. Durant les années 50, notamment pendant la guerre de libération, donc les sociétés étrangères ont procédé, ils ont accéléré le processus d'exploitation par un écrémage. Donc il y a eu pour conséquence un massacre de ces mines. Il y a eu carrément abandon de l'activité aussi. Il y a eu une intensification, un écrémage de ces mines. Donc c'était une exploitation précipitée. Au lendemain de l'indépendance, des sociétés étrangères ont continué à exploiter certaines mines viables, telles que le phosphate, le fer et la barite, le charbon. Donc la date phare pour le secteur des mines, c'est le 6 mai 1966, exactement date de la nationalisation des mines, qui a été suivie en 1967 par la création de la SONAREM. Nous pouvons dire qu'à partir de cette date, le secteur des mines s'est organisé pour mener des travaux de recherche et d'exploitation minière. On dit qu'il s'est organisé par rapport à l'exploitation et aux recherches, mais en même temps sur le terrain, c'est-à-dire ça, c'est les recommandations, si vous voulez, mais il y a eu abondance, si on peut dire, de l'activité par les pouvoirs publics jusqu'à tout récemment. Pourquoi? Pourtant, c'est des richesses inestimables qui peuvent impacter que positivement l'économie nationale. Oui, on ne peut pas dire que l'activité a été abandonnée parce que, comme je vous ai dit, donc, tous les efforts ont été conduits juste après 67 et par la SONAREM pour la réouverture des mines qui étaient à l'arrêt, la reconstitution de réserves et la chose la plus importante qu'il faut souligner, c'est le lancement de grands programmes de recherche et d'exploration minière qui a permis
donc de donner une base d'infrastructure géologique. Donc c'est les données de base de la géologie de notre pays. Est-ce qu'on a une cartographie par rapport oui. aux zones minières? Oui, aujourd'hui nous avons la cartographie de l'ensemble du pays et c'est grâce à tous ces programmes qui n'ont pas cessé depuis. Grâce à ces travaux aussi, il y a eu donc la mise en évidence d'une centaine de gîtes, de gisements, de plus de 5500 indices de toute substance minérale. Donc il y a eu la mise en place de complexes miniers, le complexe minier pour le mercure, pour le plomb zinc, Kharzit Youssef, l'Abed. Donc on ne peut pas dire que le secteur a été abandonné, mais au contraire... il a mis beaucoup de temps pour se remettre en activité. Bah oui, en tout cas, par rapport à l'activité, par rapport aux gisements existants, est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui activent dans le domaine ou dans le secteur ou pas? Actuellement, le secteur des mines est environ 1500 entreprises actives dans ce domaine. Pour combien de gisements? Alors, 1500, donc c'est autant de gisements, de gîtes. Donc, ces 1500 exploitations minières concernent une trentaine de produits miniers. Elles sont réalisées pour la plupart par des sociétés privées algériennes, à 80%. Donc, aujourd'hui, nous produisons 31 produits et concernant les emplois, on peut dire que le secteur emploie jusqu'à 33 000 personnes. Donc voilà la situation globalement du secteur minier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut connaître les principales richesses minières exploitées dans notre pays? Alors, jusqu'à maintenant, donc, disons que la majorité, des productions concernent les matériaux, les substances qui sont destinées aux matériaux de construction. Donc, on peut citer les calcaires pour le ciment, toutes les roches destinées pour les granulats et les sables, les argiles pour les produits rouges, le gypse pour le plâtre, etc. Donc cette tendance a été, disons, qui a connu une grande croissance, a été tirée, si on peut dire, par les grands projets de développement qui ont été lancés récemment, donc dans les domaines autoroutes est-ouest, les travaux publics, l'hydraulique et le bâtiment. Justement, parlons de cela, la loi qui a été la loi de l'année 2014 classe les gisements minéraux sous deux régimes. Donc il y a le régime mine et le régime carrière. Apparemment, seul le régime carrière est en train de fonctionner justement pour répondre aux besoins des travaux publics. Et qu'en est-il du régime mine? Alors, effectivement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que pour les substances du régime carrière, la production elle est suffisante, elle répond aux besoins du pays. Pour les substances du régime mine, le constat est que ça reste très insuffisant. Et pour cela, donc, le ministère de l'Industrie et des Mines, depuis 2 années, donc, a tracé une feuille de route pour justement parer et corriger cette situation. Est-ce qu'on pourrait connaître les axes principaux? Alors, les axes stratégiques, disons, de cette feuille de route, donc, reposent sur plusieurs points. Donc, d'abord, le renforcement des travaux d'infrastructure géologique et d'exploration minière. Il faut savoir qu'un pays dont les connaissances géologiques sont bien connues, donc permettent aux opérateurs miniers de planifier et de programmer des programmes d'exploration minière. Notre pays est vaste, 2,4 millions de kilomètres carrés, il est sous-exploré, donc c'est très important de lancer, de renforcer et d'intensifier ces programmes d'infrastructure géologique qui se matérialisent donc essentiellement par l'établissement de cartes géologiques. Alors, disons, c'est l'Agence nationale du service géologique de l'Algérie, l'ASGA, qui a pour mission de faire ce travail d'intérêt public.
Je vous donne quelques chiffres. Donc, pour la période 2019-2023, pardon, elle a mobilisé déjà un montant de 5 milliards de dinars et elle a tracé un programme pour, donc, disons, redynamiser le secteur. Ce qui nous mène peut-être à parler du projet de TBSA, où un accord a été conclu avec les Chinois pour la création d'un complexe d'exploitation. Là, on est carrément dans le développement et la production. Et moi, je vous parlais donc de la donnée géologique qu'il faut mettre à la disposition des opérateurs, qui est d'une importance capitale. Justement, par rapport à la donnée géologique, était la grande difficulté de certains opérateurs et exploitants, parce qu'ils ne savaient pas où était localisée exactement la richesse minière. Donc on se mettait à travailler avec des moyens, des moyens logistiques très onéreux, mais au final, parfois ça retardait le projet en lui-même, par manque d'informations et identification de ces gisements. Alors, on suit de tous les travaux donc, pour l'établissement de cartes et de données géologiques. L'ASGA a mis en place une banque nationale de données géologiques donc, qui est consultable. Elle dispose d'un fonds documentaire très important qui est ouvert au public. Donc récemment, donc, à partir de 2018, nous travaillons pour numériser cette information et la mettre à disposition via le web. Donc ce chantier est bien avancé et dans quelques temps, donc les opérateurs, les investisseurs intéressés peuvent donc consulter carrément, donc directement à travers le web les données disponibles. Vous avez dit tout à l'heure que 80% de l'activité était faite par des investisseurs privés. Et dans ce cas-là, les investisseurs publics de l'État relevant du secteur public, c'est quoi le rôle? Seulement la surveillance ou aussi l'exploitation, où ils travaillent en collaboration? Comment ça se passe? Alors les entreprises qui relèvent donc du secteur public, donc elles sont regroupées au sein d'un groupe, le groupe Management Jazair, Manal. Donc il est constitué de 9 filiales. Donc qui produisent, qui font la production de plusieurs substances. On peut citer le zinc, la barite, la bentonite, le kesselgur, etc. Donc elle est là, elle est présente. C'est environ 4000 emplois. Donc les 80% c'est en nombre. Donc en nombre, effectivement, le secteur privé domine en nombre par rapport aux entreprises publiques qui, elles, sont beaucoup plus donc, orientées vers les substances du régime mine. Voilà. Voilà. Donc pour revenir, il y a aussi comme axe stratégique, c'est l'intensification des efforts d'exploration, parce qu'il faut le dire, l'exploration d'aujourd'hui, c'est les mines de demain. Donc pour cela, donc, une enveloppe pour des programmes ont été déjà réalisés 2012-2018 qui sont en cours d'achèvement. Il y a un nouveau programme qui sera lancé donc pour la période 2019-2023 et l'Agence nationale des activités minières a déjà mobilisé un montant de 10 milliards de dinars qui va concerner l'ensemble des substances, notamment et particulièrement donc, du régime mine, le plomb, le zinc, les métaux précieux tels que l'or, l'argent, les pierres précieuses, semi-précieuses, le diamant, etc. Les métaux de base, le plomb, le zinc, le cuivre, donc le tungstène, c'est l'ensemble de ces substances maintenant qui sont repris pour, à travers des programmes de recherche, donc, dont l'objectif est de mettre donc, et est-ce qu'on a un personnel qualifié à la hauteur? Parce qu'au lendemain de l'indépendance, c'était le grand problème qui se posait. C'était par rapport... on faisait toujours appel à des experts internationaux, ce qui coûtait cher pour le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des ingénieurs de mines qualifiés et suffisamment de personnel? Oui, les universités algériennes forment beaucoup et assez d'ingénieurs dans les spécialités de géologie et des mines. Effectivement, en matière d'expérience, les entreprises minières publiques notamment donc ont capitalisé une longue expérience, mais ça reste insuffisant. Et pour certains
certains cas particuliers, donc et certaines substances, le recours à l'expertise étrangère est recherché, Indispensable. est indispensable. Donc, Et par rapport au partenariat avec les entreprises étrangères, auparavant, il y avait des entreprises qui proposaient, c'est-à-dire le partenariat était basé sur les moyens, c'est-à-dire la société étrangère ramène des moyens de forage et logistique très conséquents et en contrepartie, elles avaient des parts de marché algériens. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Bon, le partenariat, donc c'est une affaire commerciale, donc entre deux parties. Le principe, c'est le gagnant-gagnant. On peut citer dans ce cadre le partenariat comme axe stratégique et recherché dans le secteur des mines. Donc, parce qu'il y a un apport capitalistique, donc un apport financier, mais aussi un apport technologique de savoir et de savoir-faire. Donc, je peux citer le projet intégré de phosphate. Donc, qui sera avec les Chinois. Donc voilà, qui sera lancé à partir de cette année. Justement, on dit que les Chinois ont la même mise sur le phosphate algérien. Est-ce que c'est par rapport à leur savoir-faire? Pourquoi ce choix? Alors, la même mise, non. Parce que sur les 2 milliards de tonnes dont dispose l'Algérie, donc eux, Je veux dire, la majorité des projets d'exploitation de phosphate ont été confiés à des entreprises chinoises. Non, non, c'est inexact parce que l'exploitation de phosphate se fait par une entreprise publique qui est Somifos, donc à Belaater et à Djbelanq. Nous avons dégagé un gisement, c'est Bled El Hadba, qui sera donc exploité conjointement avec une partie chinoise. Donc il va apporter la technologie. C'est différent parce que si Somifos exploite et produit du phosphate brut qui est commercialisé en l'état, ce projet a pour objectif la transformation de ces phosphates et donc une plus grande valeur ajoutée. Pour l'économie nationale. Oui. Et après épuisement des richesses et des substances minières, est-ce qu'il y a un projet de reconversion de l'activité, M. Hanifi? Alors, dans tout projet minier, dans les études préliminaires, déjà en amont, il est prévu toutes les études relatives donc à la réhabilitation, la remise en état des lieux et la fermeture de ces mines. Donc c'est des questions qui sont examinées et arrêtées avant même de commencer l'exploitation. Donc effectivement, des montants sont obligatoirement réservés pour justement ces travaux de réhabilitation. Alors une dernière question, M. Hanifi, parce que nous n'avons plus le temps. J'aimerais bien évoquer les problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs et les économiques qui activent dans ce domaine. Ce qui retarde l'activité du secteur. On cite à titre d'exemple le cadre législatif par rapport à l'exploitation sol et sous-sol. Donc il y a de grands litiges, il y a aussi un problème de transport, d'éloignement. Tous ces problèmes-là, est-ce que vous les prenez en charge ou pas? Oui, donc effectivement, l'activité minière, donc elle est liée au sol. Donc, et des contraintes sont signalées. Dans certains cas, en relation avec donc, le foncier et donc la nature juridique de ces sols. Les opérateurs, mais la loi minière, donc le cadre législatif a prévu toutes ces questions. Donc il fait obligation à tout opérateur minier d'obtenir un accord avec les propriétaires du sol et de les indemniser à la hauteur du préjudice subi. Donc ça c'est pour les terrains, disons, de statut privé. Donc s'il n'y a pas d'accord à l'amiable, généralement c'est les juridictions qui déterminent ce préjudice et ces indemnités, mais et en cas d'infraction, en cas d'exploitation non autorisée, qu'est-ce qu'elle prévoit la loi? Alors, dans ce cadre, il y a un corps d'ingénieurs érigé en police des mines. Donc, aujourd'hui, il y a 19 antennes. La police des mines qui relève de quel secteur? Elle relève du secteur des mines et de l'Agence nationale des activités minières, ANAM. Donc, ils ont la prérogative et les missions de contrôle des activités minières, y compris donc, ces exploitations anarchiques ou disons illicites. D'accord. Une
dernière question, et c'est la dernière. Oui. On va juste parler des perspectives du secteur, notamment en matière d'exportation. Alors, les perspectives d'abord, c'est de développer un certain nombre de projets miniers qui vont nous permettre déjà d'arrêter l'importation des substances minérales. En 2017, c'est 400 millions de dollars. Donc, notre objectif à court terme, c'est donc d'arrêter ce genre d'importation, notamment pour les substances qui existent en Algérie. J'ai parlé du projet de phosphate, de TBSA, le projet Garadjibilet qui va, Inch'Allah, venir pour donc, mettre à disposition de l'économie nationale le minier. Bien sûr, le gisement qui est classé, le premier gisement en Afrique. En Afrique. Donc nous développons actuellement des gisements de barite, de bentonite, qui sont des substances qui restent encore importées. Il y a des projets de développement d'un gisement de zinc et de plomb à Bidjaya. Il y a d'autres gisements, il y a un gisement de manganèse qu'on a visité récemment avec M. le ministre, donc pour le secteur de la sidérurgie. Donc c'est les perspectives, c'est de développer le potentiel existant et que le secteur des mines prenne une place plus conséquente dans l'économie nationale. Tout à fait, et se tourner, pourquoi pas, vers l'exportation et se placer sur les marchés. Création de richesses et de devises, création d'emplois, notamment dans les secteurs désilités, les zones frontalières et le Grand Sud. Quelles sont les substances qui sont le plus destinées à l'exportation? Au jour d'aujourd'hui, nous exportons essentiellement le phosphate à l'état brut. D'accord. Voilà. Merci Monsieur Mourad Hanifi. Je sais que vous vous êtes préparé pour dire plus. Oui. Malheureusement, on arrive à la fin. Je rappelle que vous êtes directeur général des mines au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines. On aura d'autres occasions pour revenir sur le sujet, Inch'Allah. Voilà. Mahrez, j'espère que je n'ai pas trop tardé. C'est à vous. Merci à vous. L'essentiel de l'actualité relatée ce matin par Nejma Harish, mais également l'invité du jour, donc Mourad Hanifi, directeur général des mines auprès du ministère de l'Industrie et des Mines. Et sans plus tarder, nous partons sur Paris, la capitale française, où a été organisé un événement où a pris part Mustapha Bref, président du comité olympique. Il a pris part donc à cet événement. C'est Afab Blouchet qui a été à sa rencontre et qui nous raconte un peu cet événement sportif. Allons-y, on se retrouve juste après. Ils étaient plus d'une centaine de sportifs, toutes disciplines et générations confondues, à participer ce matin au débat organisé par l'ambassade d'Algérie à Paris et animé principalement par le président du comité olympique algérien. Identifier les talents et les faire passer sous la bannière du drapeau algérien. C'est une recommandation du gouvernement, mais c'est une recommandation aussi de tous les responsables du mouvement sportif. Comme je l'ai dit, on est là pour l'ambassade et nous-mêmes, pour faciliter les choses. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis beaucoup de moyens sur décision de Monsieur le Président de la République. De grosses sommes ont été mobilisées pour permettre à nos athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Une nouvelle génération qui a déjà inscrit ses noms sur le registre des champions internationaux malgré les difficultés et espère un soutien plus appuyé des instances sportives algériennes. Ce serait bien déjà de les rencontrer et pourquoi pas avoir des aides financières, parce que c'est toujours le souci. Et pourquoi pas aussi organiser un championnat du monde en Algérie, puisque je suis championne du monde en titre. Donc là, ça serait magnifique de faire vivre ça aux Algériens, puisque je suis franco-algérienne. Toutes les personnes qui sont nées en France ne veulent pas forcément tirer pour l'équipe de France, en fait. Donc il y a des personnes pour qui les origines sont très importantes et ont envie de tirer pour les couleurs de l'équipe nationale algérienne, tout en continuant de s'entraîner en France. Et donc on me dit, mais comment est-ce qu'on fait? Donc clairement, s'il y a un réseau qui est créé comme ça, de manière à ce qu'ils puissent avoir des contacts en Algérie pour pouvoir peut-être rentrer, faire les championnats d'Algérie et ensuite rentrer en équipe nationale algérienne. Le monde du football qui a tant donné à l'équipe nationale était également au rendez-vous. Des joueurs qui insistent sur l'importance de la mise en réseau de ces talents. Le plus important, c'est de faire de bons contacts entre la communauté algérienne en France et puis les fédérations qui sont en Algérie pour je pense que pour tous les sports. Que ce soit dans le conseil, dans l'aide, dans le développement de la formation par exemple. Je parlerai plus pour l'aspect
football que je connais mieux. La pipite reste le jeune Mehdi. Dans le talent n'a d'égal que la timidité. Champion de France en 2017 de tennis de table, ce sont les couleurs de l'Algérie qu'il a défendu au dernier championnat du monde. Et quand tu as eu ta première médaille, tu t'es senti comment? Bah, fort. C'est vrai. Et pourquoi tu as voulu jouer avec le drapeau algérien, tu sais? Parce que tu avais déjà une championne. Bah, parce que je suis d'origine algérienne et j'aime bien l'Algérie, donc c'est pour ça. Et c'est un attachement que les sportifs d'origine algérienne souhaitent renforcer à travers des mécanismes pérennes. Voilà, c'était Afaf Blouchat qui nous parlait donc de cet événement qui a réuni la communauté algérienne, notamment les sportifs de haut niveau qui sont issus de cette double culture, avec l'intervention évidemment de Mostafa Barraf, président du comité olympique, de certains athlètes encore actifs et des retraités de l'équipe nationale de football qui vont encore pendant de longues années profiter de leur statut de superstar. Alors, excellente matinée. Là, on va parler de la PC d'Alger Centre, si vous le permettez. Khaled Lourari, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes ingénieur, responsable en environnement à la PC d'Alger Centre. Tout à l'heure, j'avais annoncé que nous allions revenir sur la réhabilitation des immeubles d'Alger, notamment. On va parler du numéro vert Allo Beladiati aussi. Alors, je vous la parenthèse, je m'excuse en direct. Il n'y a pas de souci. J'ai donné votre numéro de téléphone. Pensant que c'était le numéro vert. Alors, on va corriger très rapidement, c'est pas le 0660, c'est très bien. Le numéro vert que vous allez installer, c'est... Bon, il est un petit peu long, je ne l'ai pas en tête, mais il se termine avec un 002. Avec un 002. Voilà. On y reviendra d'ici tout à l'heure, ça c'est sûr. On va commencer par la PC d'Alger Centre. Comment va-t-elle déjà pour commencer? En forme, oui. En plein travail, plein de chantiers en cours et voilà, on attend des résultats qui seront très très prochains avec la complicité de tous les citoyens et les concitoyens aussi. Alors quand vous parlez de chantiers, quels sont les grands chantiers sur lesquels vous œuvrez actuellement? Les grands chantiers sont visibles. D'ailleurs, on est en train d'améliorer l'aspect esthétique des immeubles. Il s'agit de la réhabilitation et non pas du badigeonnage et tout ce que les gens sont en train de comprendre. Et le deuxième grand chantier, c'est l'environnement. C'est la collecte des déchets et voilà, c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie. Donc on est en train d'installer toutes les infrastructures qui peuvent accueillir, c'est-à-dire le citoyen algérien et même un visiteur étranger. Alors quand on parle de la PC d'Alger Centre, elle se situe entre où et où géographiquement? Bon, c'est vraiment le centre d'Alger, surtout la Grande Poste, c'est l'épicentre. Oui. Donc, elle est entourée de plusieurs communes. On a Albière, on a Sidi Mohamed, on a la Casbah, on a plusieurs communes limitrophes. Mais le grand centre, c'est-à-dire le point de transit de toutes ces communes-là, c'est Alger Centre. Finalement, c'est-à-dire après le comptage que nous avons fait récemment, on reçoit pratiquement 1 500 000 de visiteurs jour. Combien d'habitants sur la commune d'Alger? 76 000. 76 000 habitants. Oui, oui. Sur une surface de 370 hectares. 370 hectares. Ça fait 3,7 km². C'est beaucoup, c'est peu? Non, c'est une agglomération agglomérée. On n'a pas assez d'espace. C'est vrai que même, c'est-à-dire on a des espaces verts qui sont très importants aussi, mais c'est-à-dire il y a l'étroitesse des rues, il y a la population qui est là, qui est très dense, et surtout qu'avec l'effectif de 76 000 habitants, on ne peut pas, c'est difficile de gérer les 1 500 000 de visiteurs jour. 1 500 000 visiteurs, de par le pôle universitaire qui s'y trouve, de par l'ensemble des commerces, les industries, les ministères. Beaucoup de choses. Oui. Et aussi, on a le port d'Alger. Bon, actuellement, il a diminué un petit peu de ses fonctions, mais il est toujours là. Oui. Donc, on a les transports, on a le métro aussi. Donc, vraiment, il draine énormément de personnes. Actuellement, à Alger Centre, c'est-à-dire même l'opération d'embellissement, elle est en train d'attirer beaucoup de monde aussi. Il y a des gens qui se sentent vraiment à l'aise. On a des terrasses, on a des infrastructures d'accueil pour accueillir le maximum de personnes. En tant que responsable environnement, quelles sont vos missions au quotidien auprès de la PC d'Alger Centre? Oh, la grande mission et la première et la plus importante, c'est malheureusement, c'est-à-dire on est en train de trouver des solutions pour la collecte et la gestion des déchets et la valorisation des déchets aussi.
C'est très important. Actuellement, il y a le projet de la wilaya d'Alger qui se verse vers le tri sélectif, mais on est une partie prenante à pratiquement 50-50%. On est là, c'est-à-dire on a nos idées, on a notre approche aussi, et notre vision des choses et tout ça. Donc c'est ça, si on arrive à régler le problème de la collecte des déchets, ça sera vraiment un des projets qui sera réussi. Et même la République actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, même la République actuellement, elle se penche, elle est en train de faire une étude qui va s'étaler sur 4 ans, je pense, si je ne me trompe pas, justement, rien que pour gérer ces déchets-là. C'est un gisement très très important en matière d'argent. Et il faut capter cette énergie, c'est-à-dire c'est beaucoup d'énergie, et c'est-à-dire d'inculquer des gestes qui vont vers l'amélioration et la valorisation de ces déchets. Quand vous parlez de la gestion des déchets et de la collecte des déchets, la plus grosse problématique, c'est quoi? C'est la sensibilisation de la population sur comment déjà ramasser ces déchets et où les déposer, ou c'est sur l'ensemble, l'acheminement même de ces déchets vers d'autres zones? Non, l'acheminement, c'est réglé. La wilaya d'Alger, elle a installé un CET, un centre d'enfouissement technique aux normes européennes. Ça, c'est réalisé. Actuellement, on a 2 EPIC. Les EPIC, c'est-à-dire ils ont acquis beaucoup de matériel et tout. Maintenant, il reste le geste du citoyen. C'est respecter les horaires et de ne pas jeter n'importe quoi à n'importe quel moment. On va rappeler juste les horaires, ces fameuses règles d'abord. 19-22 heures. 19-22 heures. Oui, 19-22 Avant, heures. Après, il n'est pas autorisé par la réglementation. Non, c'est pas qu'il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé par pas la réglementation, mais par le code moral, le code civique. C'est ça, c'est le plus important. C'est une forme d'éducation. Si on n'apprend pas ça à nos enfants, on doit faire les choses. C'est beaucoup plus un code moral. Mais nous, on l'a fait dans les années 90. On l'a fait, oui. On sortait les déchets, effectivement, entre 19h et 20h, 21h, avec le couvre-feu, on ne se permettait pas trop non plus. Mais c'était la période parce que... Non, il y avait mieux. Si vous vous rappelez, il y avait le concierge. J'insiste sur le concierge. Il n'y avait pas de bac à ordures dehors, si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle. Étant jeune, il n'y avait pas. C'est le concierge qui devait faire rentrer les bacs, les laver, et les refaire sortir le soir à partir de 19h. D'ailleurs, je me rappelle, notre concierge, il s'appelait Mehmed Laïrahmou, Khati Fatma aussi Laïrahma. Donc, c'était quelque chose de magnifique. Il y avait un concierge dans tous les immeubles. C'est cela. Et c'était ça. Et tout le monde respectait le concierge. Non, ça a disparu, certes, mais tout le monde, le hic qu'il y avait, c'est tout le monde qui respectait le concierge, quel que soit votre grade. Nous, par exemple, dans notre cité, il y avait de toutes les catégories sociales. Mais Ahmed, c'était le premier et le dernier patron. C'est cela. Allah yarhamou. Et comment vous expliquez que les choses ont changé? C'est peut-être la disparition de ces métiers ou c'est c'est la population elle-même qui a changé? Non, l'insouciance est liée pour beaucoup de choses. L'insouciance, les gens, c'est-à-dire, ils ne se mettent pas dans la tête. Ils ne sont pas conscients que quand ils achètent un appartement, ils ont acheté toute une ville. Et tout leur appartient. Il n'y a pas que l'appartement. Les voisins, ça vous appartient. Les parties communes, la ville, la commune, l'Algérie, tout vous appartient. Vous n'avez pas le droit de vous comporter, c'est-à-dire d'une manière incivique. On ne s'arrête pas au seuil de son palier. On ne s'arrête pas au seuil de son appartement. Si vous le permettez, on va revenir dans quelques instants sur la réhabilitation des immeubles d'Alger et le lancement du fameux numéro Allo Beladiyati. Ce sera juste après ce reportage d'Anissa Bouzid qui parle d'ailleurs de cette réhabilitation des immeubles du vieil Alger. C'est parti avec elle, on se retrouve juste après. Alger la Blanche, ou pour certains, Al-Behja est connue par la diversité de l'architecture de ses immeubles datant du 19e et 20e siècle. Au fil des années, leur état s'est détérioré. Pour leur donner une seconde vie et conserver la mémoire de la ville, les pouvoirs publics ont lancé depuis 2014 un vaste programme de réhabilitation. Les immeubles étaient très dégradés, ils sont arrivés à un point où il fallait vraiment intervenir. Ce projet nous a permis de donner plus de durée de vie pour les immeubles. Ces travaux de réhabilitation sont accompagnés par d'autres actions. L'installation d'un syndic d'immeuble, qui était autrefois le pilier de l'immeuble. Maintenez la propreté et veillez au respect du règlement de l'immeuble. Les immeubles, on a trouvé des syndics. La tâche, elle était très facile. Parce qu'il y a la communication, il y a un représentant des locataires et des copropriétaires aussi.
parce qu'ils sont, pendant la journée, ils sont absents. Là, on trouve le syndic, on peut travailler, on peut communiquer avec... surtout pour l'installation de la parabole collective aussi. Il fallait enlever et désinstaller toutes les paraboles individuelles qui étaient sur les façades. Chose qui n'est pas évidente pour rentrer chez les gens, pour enlever les paraboles et tout. Mais avec l'aide des syndics, c'est-à-dire on a pu travailler quand même, on a avancé. La loi de la copropriété, c'est 83-666 du 12 novembre 1983, qui fait la loi concernant la gestion des immeubles, quelles que soient les charges, les copropriétaires ou les parties communes, les لازم كما نقولوا نهتموا بهم ونتهلاو فيهم, tels que la conciergerie اللي راكم تشوفوا لهنا, ان immeuble بلا conciergerie ماهوش immeuble. حنا نشوفوا يعني من قبل كانت الكونسيرج يغلق الباب, il veille sur la sécurité, l'hygiène, l'ascenseur راهي تمشي, طلعتوا لفوق شفتوا لا terrasse, c'est une partie commune ثاني. Le retour des syndics d'immeubles se doit d'impliquer les locataires à travers le paiement des charges inhérentes à la maintenance de leur cadre bâti. Sauvons nos immeubles. هذا واش نقدر نقول لك, حنا لازم نرميو يدنا لجيوبنا وننفقوا على هذا كيما رانا ننفقوا على ديارنا. دارنا ما تحبش عند الباب تاع لابارتمون. حنا دارنا الباب تاع ليموبل. وندخلوا هاد لي بارتي كومون نتقاسموهم اونطونتيان كاع شويه 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 ونتهلاو فيهم, وهذا ماهيش غير مصلحتنا حنايا, مي مصلحه ولادنا, مصلحه الناس الكبار. Maintenant, alhamdoulilah, il y avait tout ce qu'il faut. C'est un vrai syndic, hein, géré par des jeunes. Notre bâtiment il est toujours propre. Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. Il doit assurer plusieurs missions pour garantir la bonne gestion de la copropriété. Gestion de la copropriété, on en parle avec vous. D'ailleurs, la transition est toute simple quand on parle d'abord de la gestion des déchets, du transport des déchets, de la collecte des déchets, à passer directement à la propriété, à la gestion des propriétés. Alors à ce moment-là, d'abord, qu'est-ce qui est fait? Il y a le retour des syndics ou pas? Oui. Actuellement, c'est-à-dire c'est un grand chantier de M. Louali de la capitale, Alger, M. Zour. Et nous, c'est-à-dire on est la première partie prenante dans ce projet-là. Ouais. Actuellement, nous avons 510 syndics installés officiellement, avec une réunion, un PV et tout ça. Et on a une centaine de syndics bénévoles. C'est-à-dire ils ne veulent pas rentrer dans le cadre légal, mais ils sont là. C'est-à-dire on apprécie beaucoup plus leur progrès et leurs solutions qu'ils donnent. Vraiment, ils ont des résultats magnifiques. Ils sont engagés auprès des lieux où ils résident. C'est un apport volontaire. Oui. Et c'est ce qu'on cherche le plus, c'est cet apport volontaire-là. Il y a le retour des syndics, la gestion des immeubles. On va parler de la réhabilitation. On en est où? La réhabilitation, elle avance. Mais avant de passer, c'est-à-dire, nous avons enrichi le syndic. Oui. C'est-à-dire, actuellement, on est sur un projet d'installation de machines à laver dans les terrasses. Oui. Pour éviter l'étalage de linge, qui est très important. Parce que, parlons-en, la façade, elle appartient à tout le monde. C'est vrai que vous avez un balcon qui accède, mais la façade, elle appartient à tout le monde. Nous avons le droit d'avoir quelque chose de beau. Vous avez entamé déjà les travaux de ravalement des façades Pas ravalement, réhabilitation. Carrément un décapage. D'accord. Un décapage. On utilise actuellement des enduits vraiment très spéciaux qui sont là pour minimum entre 20 et 30 ans. Oui. Prenons-en soin, c'est très important. Il faut pas. Alors maintenant, vous voulez faire disparaître tout ce qui est sur la façade et tout renvoyer vers. Il faut que ça disparaisse. La parabole et le linge, c'est-à-dire l'étalage de linge anarchique à toute heure. Certains habitants de la... Je me permets de vous couper la parole. Certains habitants se plaignent, ont apprécié votre idée, mais se plaignent du fait que leur toit soit squatté par des squatteurs. Non, on a fait une grande opération de relogement. D'ailleurs, même M. Louali s'est penché sur ça. C'est un problème que nous sommes... C'est-à-dire, nous, à Alger Centre, on l'a réglé. C'est-à-dire, toutes les caves squattés et toutes les buanderies, je dis bien, et toutes les terrasses squattées, on les a évacuées. C'est des centaines de personnes que nous avons évacuées, c'est-à-dire que nous avons relogé dans d'autres sites. C'est-à-dire qu'ils sont dans des logements. On a récupéré des terrasses. Actuellement, la réhabilitation, qu'est-ce qu'elle touche? La façade, les parties communes, c'est-à-dire cage d'escalier, cave et buanderie, plus la terrasse, l'étanchéité, elle est refaite aussi. On finit avec le numéro vert.
Allo Baladiyati. C'est le 0800 110 002. Voilà. Voilà, on y arrive. Alors, qui répondra au téléphone et à quoi sert ce numéro? Il y a des agents qui sont placés. On a un service, c'est-à-dire l'application. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et même les jours fériés, arabes, musulmans, amazir, tout ce que vous voulez, nationaux, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on travaille 24 sur 24. Pour Alger Centre. Pour Alger Centre, et même on reçoit les appels d'autres communes, c'est-à-dire d'autres wilayas. Il y a des gens qui veulent s'informer sur la manière comment avoir son passeport, sa carte d'identité. Sur plusieurs choses, on les informe. Ce sont des réponses que l'on peut prodiguer et des conseils que l'on peut prodiguer à l'ensemble des habitants. Il y a des gens qui appellent, sincèrement, il y a des heures très actives. Merci Khaled Bourali, merci d'avoir été là. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite et une belle aventure auprès de l'APC d'Alger Centre. Rappelons que vous êtes ingénieur et responsable environnement au sein de l'APC d'Alger Centre. Réhabilitation des immeubles d'Alger, lancement du numéro vert Allo Baladiyati 0800 110 002, mais encore la collecte des déchets et la sensibilisation de la population au tri sélectif et surtout au respect des horaires 19h-22h. On ne cessera de vous le répéter. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler d'un événement. Il s'agit du salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives Rotois avec Zaki Soufi. Ce sera dans quelques instants. Allons-y. En matière de tourisme thermal, Sétif est sans conteste une des destinations de prédilection grâce à ses nombreuses stations thermales où toutes les commodités sont disponibles pour assurer le meilleur séjour aux curistes. Le nombre de complexes, ou le nombre d'hôtels, le nombre de bains, on a 10. On a le nombre de curistes. En 2017, on a connu un nombre important où on a 1 million de curistes. Localité qui فيهم des sources thermales, on a حمام سخنة, حمام ولاد تبان والحمة et حمام قرقوري qui est connu au niveau mondial. C'est au pied du mont Tender, culminant à plus de 1100 mètres, que cette station a été implantée. Un site naturel des plus agréables, doté de surcroît d'une eau sulfurée, idéal dans le traitement des voies respiratoires et pour certains problèmes dermatologiques et rhumatismaux, au grand bonheur des curistes. Des investissements de ce genre sont à encourager et ça devrait booster le tourisme dans notre pays qui dispose de nombreuses potentialités naturelles. J'ai vraiment aimé. Je suis de Bojbarridj et je trouve que cette station ne manque de rien. C'est relaxant et vous sentirez les bienfaits de son eau sur votre corps. Hammam Ouled Tebban, c'est aussi cet immense investissement qui a permis la création de dizaines d'emplois directs et indirects dans une région située aux confins les plus éloignés de la wilaya de Sétif. Le complexe touristique Al-Montazah d'Ouled Tebban dispose de 3 forages. Le premier a une température de 70 degrés. Le deuxième, bien que distant de 10 mètres seulement du premier, a une température